Bonjour à tous et bienvenue sur le Dazibao en bref. Désormais, chaque épisode du podcast sera accompagné de sa version abrégée pour les auditeurs pressés. En moins de 30 minutes, mes invités se prêteront à l'exercice compliqué du résumé et de la concision. Et pour ceux qui souhaiteront poursuivre la découverte du sujet de recherche de mon invité, je vous invite à écouter la version longue de cet épisode sur le site internet du Dazibao et sur votre plateforme de podcast préférée. Je vous souhaite à tous une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue au Dazibao en bref. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Pauline Vandeville. Bonjour Pauline. Salut! Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui et on va discuter de ton mémoire de master en criminologie qui s'intitule Socialiser à l'extrême, processus de socialisation politique radicale dans l'ultra-droite, stratégie discursive et dynamique numérique d'un espace politique radical. Et tu as réalisé ce travail sous la direction du professeur Samuel Tanner à l'Université de Montréal. Donc Pauline, tu le sais, le Dazibao en bref, c'est un exercice un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'on veut quasiment tout savoir de ton mémoire, mais en un temps réduit en moins de 30 minutes. Donc du coup, on va pas parler plus longtemps, je vais pas blablater, je te laisse la parole et on t'écoute avec une très grande attention. Je vais essayer de relever le Le défi. Je me rends compte à l'oral que mon titre de mémoire est très long. Oui, c'est pas mal. Non, du coup, comme mon titre de mémoire l'indique, j'ai travaillé sur l'ultra-droite française. Donc, l'ultra-droite française, c'est un terme qui est, ma foi, quand même pas mal connu de tous, utilisé par des sources journalistiques, mais également en sciences, qui définit en fait des acteurs, que ce soit des individus, des groupuscules ou des mouvements ou autres, qui en fait surtout agissent dans l'arène extra-institutionnelle, c'est-à-dire dans la rue comme des militants, et qui partagent principalement des idéologies nativistes, xénophobes, racistes, qui adoptent une position assez antidémocratique et qui ont un usage assez récurrent de la violence, ou en tout cas qui croient en cet usage comme nécessaire actuellement pour faire face aux problèmes que la France fait face. Ouais. Donc, je me suis intéressée à ces personnes-là, donc ces personnes qui souvent sont identifiées comme, je vais citer que les plus connus, mais par exemple comme des identitaires. On a peut-être l'image de Thaïs Descuffon, d'Éric Zemmour, qui sont des identitaires. On connaît également les nationalistes révolutionnaires, qui, par exemple... le GUD, le groupe Union Défense à Paris, représentait justement ces nationalistes révolutionnaires. On parle également des royalistes, ceux qui croient au retour de la monarchie, tout en rejetant beaucoup d'actualités comme, en rejetant l'immigration, en rejetant l'islam, en rejetant la religion juive. Et aussi les hooligans, ces fans de foot qui parfois sont plus que fans de foot, sont aussi fans d'autres idéologies, comme d'autres activités, comme l'antisémitisme, le racisme ou le fascisme, et qui sont reconnus comme très proches de certains autres groupes comme les nationalistes révolutionnaires. D'accord. Donc, ce sont tout ce beau monde que je me suis intéressée dans mon mémoire. Je me suis peu particulièrement intéressée en fait à leur participation ou leur présence sur les réseaux sociaux, plus particulièrement X, donc anciennement Twitter et Instagram. Mon objectif était de voir en fait comment les acteurs de l'ultra-droite élaborent et diffusent un discours ainsi qu'une identité collective participant à la fabrique d'une socialisation politique radicale. En fait, l'intérêt résidait moins dans la réception du discours, mais plus sur sa construction par des militants actifs sur Internet. Donc, d'examiner réellement les pratiques numériques de ces mouvements d'ultra-droite et d'en étudier le rôle dans la diffusion et la performativité du discours.
Ok. Donc on comprend par ma problématique du fait que je m'inscris beaucoup plus dans un côté sociologique que Ouais. psychologisant de la radicalisation. C'est pour ça qu'au lieu du mot radicalisation, j'utilise processus de socialisation politique radicale, même s'il m'arrive d'utiliser le mot radicalisation. Tout Mhm. ça pour ancrer en fait ce processus-là autour de l'humain comme un objet social qui se construit au travers de ses interactions. Un Ok. peu comme à l'image de Becker et des fumeurs de marijuana, c'est que l'individu est ce qu'il est parce qu'il passe à travers des mécanismes de socialisation comme l'apprentissage, l'observation, l'imitation, et du coup se construit à travers autrui. Cette ambition de sociologiser la radicalisation répond en fait à l'intérêt d'adopter une point de vue plus macro Ok. que micro de l'ultra-droite. Ok. Donc, je me suis intéressée plus particulièrement aux espaces numériques parce que ces espaces sont représentés, sont considérés en tout cas comme structurants dans le processus de socialisation radicale, dans le sens que même s'ils ne participent pas à part entière à la radicalisation, ils en sont une étape importante pour Ok. les personnes qui sont intéressées par ce genre de mouvance. Ils représentent une sorte de vitrine. Ok. Et c'est donc à travers une méthodologie qualitative. J'ai commencé par une veille médiatique journalistique, dans le sens Mhm. où j'ai analysé un grand corpus d'articles de journal pour identifier des groupuscules violents d'ultra-droite. J'en ai d'ailleurs fait une Une carte carte. Ouais. interactive qui sera mise en ligne, Oui, c'est ça. qui vous permettront de localiser votre groupuscule fasciste. Le plus proche de chez vous. Enfin, fasciste. Génial. Enfin, le Merci plus proche beaucoup, de chez vous. Pauline. Pas de soucis. C'est gentil de penser à nous. Ouais. Donc j'ai commencé par identifier en fait les groupuscules et les individus membres de cette mouvance à travers ce travail d'analyse journalistique, et j'ai continué avec une ethnographie, donc une Ouais. ethnographie digitale, à travers laquelle j'ai suivi ces groupuscules plus les individus que j'avais identifiés qui en faisaient partie pour observer leur fonctionnement sur les réseaux sociaux et la construction du discours. Ok. Et il en est que je suis arrivée à des conclusions que je trouve intéressantes. Oui. Tout Qui sont d'abord, très intéressantes. Je confirme, c'est très intéressant. au-delà des conclusions de la veille médiatique sur le fait que la plupart, par exemple, des mouvements font partie soit des nationalistes, soit de nationalistes révolutionnaires, soit identitaires, et qu'ils ont tous recours à de la violence physique Ouais. ou morale. Les résultats les plus intéressants se retrouvent au sein mon observation ethnographique en ligne. J'ai pu identifier quelques types Ouais. de discours différents, donc discours différents, qui sont détaillés Ouais. dans le Dasibao plus long. Mais pour résumer, ces six discours sont identitaires, donc qui nous sommes, promoteurs, regardez qui nous sommes, regardez comment on est attirant, mobilisateurs, il faut se mobiliser en faisant des dons, en participant, etc. Agissez, Agissez avec nous. dénonciateurs, regardez nos ennemis, réactionnaires, c'est-à-dire réactionnaire, c'est beaucoup plus propre à Twitter, comme c'est plus des réactions, genre C'était comme mieux des avant. republications, tweetos, etc. Ouais. Et victimaires, c'est Ouais. regardez, nous sommes vraiment en danger, il faut agir. Donc tous ces types de discours ont comme vocation de mobiliser les gens, enfin les futurs militants ou les militants actuels autour de la cause. Et je me suis aussi rendu compte qu'ils utilisaient particulièrement les informations actuelles pour pouvoir promouvoir plus facilement leur mouvement. Par exemple, à l'époque de ma collecte de données, c'était les JO, la mort de Alain Delon, ou plein d'autres événements. Tout ça toujours dans une construction très stratégique. Et c'est là qui est l'importance de mon mémoire, c'est que tous ces discours sont construits absolument stratégiquement pour accueillir ou cueillir peut-être le plus de nouveaux militants ou de confirmer de plus en plus les militants déjà présents dans la mouvance. J'ai pu notamment remarquer qu'à travers ces discours, il y avait une construction très simplificatrice du eux vs nous. Donc, et le nous permet en fait de promouvoir son identité, de promouvoir qui nous sommes,
etc. Alors que le E, ça va être définir qui est notre ennemi. Les minorités ou le judaïsme, les gauchistes, donc les hommes politiques de gauche, tout ce qui est lien avec le wokisme, LGBTQ+, parfois les femmes, du coup les féministes plus que les femmes. Ouais. Et c'est en construisant en fait cette opposition toujours très simplifiée qui permettent une vision très manichéenne du monde qui permet au contenu d'être le plus accessible possible pour ceux qui consomment. Simple à consommer et surtout simple à suivre et simple à comprendre. Et c'est ainsi que, à travers ce registre EVS nous et une simplification aussi du coup des phénomènes sociaux avec un esprit finalement critique pratiquement inexistant, qui peuvent jouer en fait la forme de persécution de ah mais regardez les ennemis, regardez ils sont tous ensemble, etc. Nous on va pas se laisser marcher sur les pieds, il faut qu'on agisse et qu'ils arrivent au fur et à mesure à mettre en place un récit de persécution et du coup de mobilisation derrière. Ce que j'ai pu du coup observer, c'est que ces stratégies-là semblent être tout à fait réfléchies et voulues. On a pu le voir à travers d'autres ouvrages que l'extrême droite et dont l'ultra-droite avait très majoritairement investi les réseaux sociaux et en avait vraiment maîtrisé notamment les algorithmes, etc. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que sur Instagram comme sur X, les contenus sont très liés aux plateformes et permettent particulièrement aux consommateurs de s'identifier, c'est-à-dire qu'ils utilisent parfaitement ce genre de plateforme pour rendre leur contenu attractif. Et désirable. Désirable, ça, une image. Et c'est là qu'en fait que j'ai pu remarquer ça parce que, contrairement à ce que j'ai pu regarder dans les articles journalistiques à travers ma veille médiatique, les articles disent que tous les groupes que j'ai sélectionnés ont recours à la violence physique. Cependant, sur Instagram ou sur Twitter, seulement 2 publications sur toutes les publications que j'ai pu voir font référence à la violence physique. Donc, on comprend facilement que l'image est lissée et rendue attractive en fait pour les nouveaux adhérents ou même pour les membres déjà là. Ou même sur les articles, on nous donne une image d'une ultra-droite assez fracturée due à la dissolution des nombreux groupes comme le GUD, Bastion Social, Génération Identitaire. Ouais. Cependant, il semblerait qu'il n'en ait rien en ligne parce que j'ai été capable d'observer que tous ces groupuscules, donc les 39 groupuscules que j'ai identifiés, étaient très 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 reliés et se connaissaient et se rencontraient assez souvent via des événements. Donc, les grandes conclusions finalement de ce travail, c'est que l'image projetée est toujours très réfléchie et toujours renforcée comme attractive à travers différents mécanismes que je peux en citer quelques-uns. Par exemple, l'usage de l'humour. Pour se mettre en avant, ils utilisent beaucoup de symboles. Par exemple, à travers les habits ou à travers la mise en scène de leurs actions, voir ils sont en train d'écouter une conférence pour se donner un petit côté intellectuel qui peut être valorisant pour des nouveaux militants. Tout ça pour se donner une image très valorisante qui donne envie de participer. Un consommateur qui peut être peut-être un peu isolé dans sa vie, qui regarde ça, il se dit c'est genre... En plus, je crois que c'est les mots dans des groupuscules que j'ai identifiés, c'est juste une bande de copains. Mais une bande de copains qui... Avec des activités un petit peu bizarres le week-end. Avec des activités un peu bizarres le week-end, exactement. Donc, j'en ai conclu que penser radicalement, comme j'ai pu l'évoquer dans mon mémoire, penser radicalement, c'est passer par un processus d'interaction avec des agents de socialisation, même si ce n'est pas des individus directement en face qu'on a. Ça peut être un réseau social, ça peut être une publication, ça peut être des publications, surtout avec les algorithmes qui ont tendance à nous mettre dans un rabbit hole, où on va être tout le temps avec le même type de publication, etc. Penser radicalement, c'est au fur et à mesure, à travers les interactions, par un travail de fourmi, commencer à banaliser certaines actions, etc.
au début, on va peut-être se dire que l'acte physique, l'acte violent est même à l'habilité dans la rue est un peu trop pour nous. Ben, ça peut commencer par des dons, ça peut commencer par se rencontrer, parce qu'au début, c'est ça qu'ils mettent en avant. Donc, c'est ça, mon mémoire a amené selon moi, amène une pierre à l'édifice à comprendre, en fait, quelle est la menace de l'ultra-droite sur Internet. Est-ce que c'est une réelle menace? Est-ce qu'on n'en fait pas trop, finalement? Est-ce que ça a vraiment un impact? Je finirai par dire que il a quand même été identifié cette année par la DGSI que l'ultra-droite, la présence de l'ultra-droite sur Internet, le fait de consommer ce genre de contenu avait une influence sur la banalisation de la violence physique et risquait d'avoir des influences sur des attaques à venir, etc. Donc je pense clairement que le numérique est du moins une arène à investir pour comprendre ce genre de mouvement et comprendre aussi des enjeux de sécurité intérieure qui nous menacent actuellement. Et comme tu le disais, sur 3000 militants d'ultra-droite identifiés, je crois qu'il y en a 1300 qui sont surveillés. Exactement. C'est quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. On ne sait pas exactement combien de militants, mais on estime qu'il y en a 3300 et c'est ça, 1300 sont surveillés par les services territoriaux. Donc ça fait quand même énormément. Pauline, qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que tu continues la recherche? Où est-ce que tu en es dans ta vie? Alors aujourd'hui, je continue la recherche, mais dans autre chose, parce que j'avais marre des contenus facho. Mais c'est un peu je suis actuellement encore à l'université de Montréal. Je travaille sur la violence armée au Québec, plus particulièrement sur en fait, la construction de la stratégie de prévention de la violence armée. Je m'intéresse plus particulièrement sur pourquoi en fait on met de l'argent dans la répression alors qu'on sait que c'est la prévention qui fonctionne. Et c'est ça, toujours dans la recherche, mais loin de l'ultra-droite. Mais donc au doctorat, tu fais un doctorat du coup maintenant. Exactement. Donc rendez-vous dans 5 ans. Rendez-vous dans 5 ans, si j'arrive au bout. Ok, super. Voilà. Mais oui, je n'en doute pas et on n'en doutera pas ici. Pauline, merci beaucoup encore pour cet épisode du Dazibao en bref. Merci beaucoup pour le gros l'invitation. épisode et puis pour tout. Je te souhaite le meilleur pour la suite et puis à bientôt. Merci. Some crazy people look passing me by. They're always running, but I don't know why. Whatever they're chasing, they don't seem to catch it.